C'est parti, ça y est. Très bien, super. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire qu'on a appelé Café de la rénovation avec une spéciale confort d'été. Donc, présenté par l'Agence locale de l'énergie et du climat sud-parisienne, que je vous présente tout de suite. Donc, une ALEC, donc Agence locale de l'énergie et du climat. Cette ALEC a été créée il y a à peu près 7 ans sur l'agglomération de Grand Paris Sud, à l'initiative d'élus des communes, pour principalement porter des actions et lutter contre le changement climatique et la précarité énergétique. Donc l'ALEC travaille à la fois sur la maîtrise de l'énergie, la rénovation énergétique dans les logements, mais aussi sur les aspects d'énergie renouvelable, de qualité d'air intérieur et tous les aspects d'enjeux climatiques. Alors nos moyens d'action, à la fois de l'information et de la sensibilisation, comme aujourd'hui par exemple, où on informe les habitants et la collectivité sur différentes thématiques. On fait du conseil et de l'accompagnement, donc on accompagne les habitants notamment dans leurs projets de rénovation. On va notamment les aider à comprendre des devis, on va les aider à faire des choix à la fois techniques sur des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation, d'isolation. Et on va également analyser avec eux leurs factures pour essayer de comprendre leurs besoins pour leur proposer et les accompagner dans un projet performant de rénovation. Et donc, nos actions s'adressent principalement aux habitants de l'agglomération de Grand Paris Sud, que ce soit en maison individuelle ou en copropriété, aux professionnels, mais aussi aux différentes communes qui composent l'agglo. Alors, je rappelle juste nos quatre financeurs principaux, donc l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise des énergies, la région Île-de-France, l'agglomération de Grand Paris Sud et le département de l'Essonne. Alors, on attaque maintenant la partie confort thermique, confort d'été. Vous avez peut-être déjà vu cette image. Alors, ça a été entre guillemets, une blague faite à cette époque, je crois que ça date de 4-5 ans, notamment pour sensibiliser au réchauffement climatique. Donc, on avait cette carte de la France qui avait été grossièrement surévaluée au niveau des températures. Et on se rend compte que ces temps-ci, sur ces dernières années, on a déjà atteint ces températures alors que c'était des prévisions pour 2050. Donc on a des élévations de température assez rapides sur les étés, des épisodes de canicule qui sont de plus en plus fréquents. Et donc on a besoin de travailler sur des aspects d'amélioration de confort, notamment en été. On a beaucoup d'aspects d'isolation, d'optimisation du chauffage pour l'hiver, mais on a aussi l'aspect confort thermique en été qui prend de plus en plus une part importante. Et donc, pour améliorer le confort thermique en été, j'ai décliné trois étapes principales. La première qui est se protéger de la chaleur, protéger son logement de la chaleur, et on va voir juste après comment. Ensuite, on va essayer d'apporter de la fraîcheur dans son logement. Et enfin, si les deux premières étapes ne suffisent pas, on va voir qu'on peut éventuellement climatiser en dernier recours. Alors, ce projet de protéger de la chaleur, donc ça va passer par l'isolation de l'enveloppe de son bâtiment, principalement de la toiture et des murs. Et donc pour ça, on va isoler avec des matériaux isolants qu'on trouve sous différents formats, soit en vrac, comme on peut le voir sur l'image en haut à gauche, soit en rouleau, soit en panneaux semi-rigides, voire en panneaux très rigides. En termes de matériaux, vous avez un peu tout. Donc on va retrouver de la laine de verre, de la laine de roche, mais aussi des matériaux biosourcés, ouate de cellulose, fibres de bois. C'est le cas notamment du panneau rigide que l'on voit en bas à droite. Donc c'est un panneau rigide en fibre de bois. En bas à gauche, vous avez de la ouate de cellulose soufflée. Voilà, donc en termes de matériaux isolants, on a aujourd'hui toute une grande liste de matériaux qui existent sur le marché. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'isoler son logement, et notamment en été pour protéger de la chaleur. Alors je vous présente, je vais essayer d'être le plus clair possible, et n'hésitez pas du coup à poser des questions
à l'écrit s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises. On essaiera d'y répondre juste après. Donc, je rappelle que pour la question, donc, il y a le petit logo, c'est une petite bulle avec écrit converser. Et c'est donc là-dessus qu'en cliquant, que vous pourrez y poser vos questions. Alors, donc là, je vous présente une évolution de la température de la surface extérieure de votre mur pendant les périodes de canicule notamment. Et vous avez donc la température sur la face extérieure de votre mur qui va varier entre 15 degrés lorsqu'il fait assez frais la nuit et qui va monter en température la journée jusqu'à 35 degrés. 35 degrés. 35 degrés atteints sur les environs de 18 heures. Maintenant, lorsqu'on isole son mur, vous allez protéger l'intérieur de votre mur de ces températures. Ce qui fait que, avec un isolant type minéral, donc laine de roche ou laine de verre, vous avez une température sur la face intérieure qui oscille, mais de façon beaucoup moins intense que la partie extérieure. Donc là, vous avez notamment la face intérieure de votre mur qui va varier entre 22 degrés et 28 degrés. Donc l'isolant va déjà atténuer le pic, l'intensité de chaleur. Et il va avoir un deuxième rôle. Il va, ce qu'on va appeler, déphaser le pic de chaleur. Donc à l'extérieur, vous avez un pic de chaleur atteint à 18 heures. En isolant votre mur, le pic de chaleur est atteint vers 21 heures avec de la laine minérale. Au moment où tu te couches, quoi. Donc, comment? C'est ça, c'est au moment où on se couche, c'est le moment où. C'est ça. Donc là, on va dire qu'on a un déphasage d'environ 3 heures avec de la laine minérale. Maintenant, on va isoler avec un matériau biosourcé, type fibre de bois. Alors, la fibre de bois, c'est un matériau qui est très intéressant en été. Pourquoi? Parce que la fibre de bois a la capacité de stocker beaucoup plus de chaleur en son sein et va pouvoir augmenter le déphasage. Vous voyez que le pic de chaleur à l'intérieur de notre mur, lorsqu'on isole avec de la fibre de bois, il est atteint 11 heures plus tard, comparativement à la laine de verre qui va déphaser de 3 heures. Donc là, notamment avec la fibre de bois, vous avez diminué le pic de chaleur, mais vous avez aussi retardé ce pic de chaleur. Et du coup, vous avez une augmentation du confort thermique à l'intérieur de votre logement grâce à l'utilisation de matériaux biosourcés. Est-ce que j'ai été à peu près clair sur cette partie-là? Oui, oui, oui. Parfaitement. Donc, l'utilisation de matériaux biosourcés, c'est un atout en été parce que vous retardez le pic de chaleur à l'intérieur de votre logement. Donc, je vous ai mis quelques exemples à titre de comparaison. Donc, entre 3 matériaux biosourcés et de la laine minérale, donc le matériau isolant qu'on trouve assez fréquemment. Alors, vous avez deux informations pour chaque matériau. Vous avez ce qu'on appelle le petit lambda. C'est la capacité de votre matériau à isoler, pour faire simple. Donc, vous voyez que sur les 4 matériaux, vous avez des coefficients qui sont assez proches, donc ils ont sensiblement le même pouvoir isolant. En revanche, ce qui diffère suivant les matériaux, c'est le déphasage qu'on a vu, donc la capacité à retarder le pic de chaleur. Sur des matériaux isolants classiques, le déphasage est d'environ 3-4 heures. Sur des matériaux biosourcés, on passe tout de suite au double, avec notamment la laine de chanvre ou la ouate de cellulose. Et avec la fibre de bois, on va même multiplier par 3 le pic de chaleur atteint. Donc vraiment, la fibre de bois, c'est l'un des matériaux vraiment les plus réussis, on va dire, pour le confort d'été. C'est ce qui se fait de mieux, presque, aujourd'hui. Mais de manière générale, les matériaux biosourcés, donc issus de la biomasse végétale ou animale, sont des matériaux qui ont un fort atout en été.
Donc, lorsque vous avez des travaux de rénovation, notamment d'isolation, il faut effectivement penser à se protéger du froid en hiver, mais surtout, et de plus en plus, penser au confort d'été avec l'utilisation de ces matériaux dits biosourcés. Ça, c'est la première étape. Je rajoute juste une petite précision concernant les matériaux biosourcés. Ça peut être aussi des matériaux recyclés, comme le textile recyclé est souvent utilisé pour, euh, pour devenir des isolants. Et ils sont aussi efficaces d'ailleurs en termes de déphasage. Voilà, Et notamment en boîte de cellulose aussi, qui est en fait du papier. exact. Alors, autre point pour se protéger de la chaleur. Donc, on a vu comment empêcher la chaleur de rentrer à travers l'enveloppe du bâtiment. On peut aussi se protéger du rayonnement solaire, donc grâce à différents systèmes. Pensez aux volets, toujours fermer les volets dès lors que vous avez du rayonnement solaire qui vient traverser la fenêtre. Utilisation de stores par soleil, ou lorsqu'on a un jardin qui le permet, de la végétation à feuilles caduques. Feuilles caduques, donc ce sont des arbres qui perdent leurs feuilles en hiver et qui donc ont des feuilles en été. C'est intéressant parce que du coup, l'été, vous créez un ombrage naturel, et en hiver, lorsque vous avez besoin d'avoir du rayonnement solaire à l'intérieur de votre logement, vous n'avez plus de feuilles et du coup, le soleil passe plus facilement. Donc, protégez votre logement du rayonnement solaire en façade sud, mais également en façade ouest. La face ouest étant là où le soleil va se coucher en fin de journée, là où on a une intensité du soleil plutôt importante. Donc vraiment penser à l'utilisation des stores, des pare-soleil ou des volets, et voilà, quand vous avez de la place, à des végétations à feuilles caduques. Voilà, je rappelle les bons réflexes. Donc, pour se protéger du rayonnement solaire, fermer les volets en journée. Vous avez notamment des volets qui aujourd'hui ont des résistances thermiques qui permettent de se protéger à la fois du froid et de la chaleur. Et fermer bien sûr les fenêtres dès lors que la température à l'extérieur est plus importante que la température à l'intérieur. Alors maintenant que vous avez un logement qui est plutôt bien protégé de la chaleur extérieure, voyons comment on peut diminuer la température, et notamment la nuit, comment on peut apporter de la fraîcheur. Tout simplement en ouvrant les fenêtres dès lors que la température à l'extérieur est plus basse que la température intérieure. Lors des canicules, sur les environs de 22-23 heures, on commence à avoir une température qui est plus fraîche à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, c'est le moment d'ouvrir les fenêtres. Alors, pour optimiser la ventilation à l'intérieur de ce logement, prévoyez une ouverture plutôt dans la partie basse du logement. Quand je dis en partie basse, c'est par exemple au rez-de-chaussée. Et ouvrez une fenêtre à un étage supérieur pour créer une sorte de courant d'air qui va maximiser l'aération et l'apport de fraîcheur dans le logement. Ce qui est aussi intéressant, c'est les aérations qui vont traverser votre logement. Si vous n'avez pas d'étage, si vous n'avez qu'un rez-de-chaussée, ouvrez une fenêtre de part et d'autre du logement pour créer un courant traversant. Autre moyen, donc là qui demande du coup une consommation énergétique, donc le brassage d'air par des ventilateurs, que ce soit des ventilateurs portables qu'on trouve dans tous les magasins, ou des ventilateurs installés qu'on appelle des plafonniers qui permettent de brasser l'air quand on y est. Donc là, on ne diminue pas la température de l'air intérieur, mais on apporte une sensation de confort à l'occupant. Et donc, comme on ne diminue pas la température de l'intérieur, ça ne sert à rien de le laisser allumé lorsqu'on n'est pas présent dans le logement. Alors là, je passe à la dernière partie. Lorsqu'on a les deux premières solutions ne suffisent plus,
on peut, vraiment en dernier recours, climatiser son logement. Alors, différents types de climatisation. Vous avez les plus connus, et d'ailleurs les plus vendus aussi, donc les climatiseurs mobiles. Alors, on en trouve souvent dans les grandes surfaces de commerce. Vous avez différents types. Donc, vous avez ce qu'on appelle les climatiseurs mobiles monoblocs. C'est juste un appareil avec un tuyau qui doit être posé à l'extérieur pour évacuer la chaleur. Donc, comme vous le voyez sur l'image, ça nécessite du coup l'ouverture d'une fenêtre. Après, vous avez ce qu'on appelle les climatiseurs mobiles split. Donc là, vous avez un appareil à l'intérieur du logement, un appareil à l'extérieur. Vous avez juste un petit tuyau qui comprend tout le liquide frigorifique. Et donc, un tuyau qui va passer par une fenêtre. Donc, vous avez toujours une fenêtre qui est entrebâillée pour laisser passer ce tuyau. Donc, vous avez toujours un apport de chaleur, néanmoins, à cause de cette ouverture. Alors après, vous avez des systèmes un peu plus performants qui permettent de garder les fenêtres fermées, mais qui demandent un peu plus de travaux. Ce qu'on appelle les climatiseurs fixes split. C'est le même principe que la deuxième solution, mais cette fois-ci, le tuyau va traverser le mur. Et donc, c'est un appareil qui est fixe pour une seule pièce. Donc, si vous souhaitez climatiser plusieurs pièces, il faudra plusieurs climatiseurs. Alors, lorsque vous choisissez du coup un appareil, lorsque en dernier recours, vous avez besoin de climatiser et du coup d'avoir un appareil mobile ou fixe, pensez toujours à regarder l'étiquette énergétique de l'appareil. Ça va vous permettre d'investir dans un appareil qui pourra être plus performant que si vous l'aviez acheté les yeux fermés. Donc, pensez toujours à choisir un appareil dans le haut des étiquettes énergétiques. Vous avez aussi des informations sur le bruit, que ce soit extérieur ou intérieur. Si vous comptez, par exemple, avoir un climatiseur pour dormir la nuit, pensez à avoir un bruit intérieur qui est plutôt bas. Et pareil, bruit à l'extérieur pour les voisins, c'est toujours intéressant d'avoir un appareil qui est peu bruyant. Enfin, vous avez aussi donc, ce qu'on va appeler les pompes à chaleur réversibles. Alors, les pompes à chaleur réversibles, ce sont des systèmes énergétiques qui sont un peu plus conséquents que ceux qu'on a vus juste avant. L'avantage, c'est que ces pompes à chaleur font à la fois du chaud et du froid. Ça demande un investissement qui est plus important. C'est un appareil qui va servir de chauffage principal en hiver, chauffage principal, mais souvent avec appoint. Les pompes à chaleur de type RR, donc réversible, s'utilisent souvent avec un appoint, que ce soit un chauffage au bois ou un appoint électrique, par exemple. Et en été, vous pouvez l'utiliser pour faire du frais dans le logement. Vous avez également des pompes à chaleur, donc là plutôt avec des pompes à chaleur de type RO, donc qui viennent chauffer de l'eau à l'intérieur de votre logement l'hiver, mais ils peuvent aussi faire circuler de l'eau plus froide dans un plancher rafraîchissant, par exemple. Donc ça, c'est vraiment on va dire la solution haut de gamme de la climatisation dans un logement. Mais ça demande du coup un très bon dimensionnement de l'appareil, notamment pour l'hiver, parce que sinon vous allez avoir des systèmes qui vont être défaillants, qui vont être surdimensionnés et qui vont du coup perdre en durée de vie. Pensez à l'entretien de ces appareils, que ce soit du dépoussiérage ou du nettoyage des bouches d'aération, tout simplement. À remplacer aussi les filtres des appareils individuels. Sur les premiers appareils qu'on voit, vous avez souvent un filtre qui est facilement déclipsable. Donc à remplacer, parce que vous avez le filtre qui s'encrasse assez rapidement. Et sinon, pour tout ce qui est pompe à chaleur, c'est préférable de faire l'entretien par un professionnel qui est agréé pour tout ce qui est système comportant des fluides frigorifiques. Alors, pour résumer, on a vu 3 étapes pour se protéger et améliorer le confort en été. Donc, la première étape, se protéger de la chaleur, vraiment en protégeant l'enveloppe de son logement, isoler les murs, isoler la toiture avec des matériaux biosourcés. Et vous avez ensuite
aérer son logement pour refroidir, notamment la nuit, l'air intérieur. Et vous avez ensuite, en dernier recours, le refroidissement de votre logement avec des climatisations. Donc là, vous avez vraiment des solutions passives sur la gauche. Solutions passives, c'est-à-dire que vous avez un investissement initial et ensuite vous n'avez pas de consommation d'énergie. Et les solutions actives, ça va du ventilateur jusqu'au climatiseur. Vous avez l'investissement initial, mais vous avez aussi une consommation d'énergie chaque année à l'utilisation. C'est pour ça que j'ai essayé de classer ces étapes de cette manière suivante, vraiment pour privilégier les solutions passives. Et ensuite, si le confort d'été n'est toujours pas atteint, voilà, basculer sur les solutions actives. Alors, je vous propose de passer aux questions. Si vous avez des questions, si vous voulez que je précise certains points. Je crois qu'en question, il y avait déjà une question de Madame Sevaux qui nous avait envoyé un mail dans la matinée. C'était concernant les volets, des volets roulants, c'est ça? Je me permets d'intervenir. Allez-y, allez-y. C'était moi, Madame Sevaux. Oui. Et donc, ma question, c'était si l'on fait remplacer les volets que l'on a actuellement en volets roulants ou volets battants isolants, est-ce que nous avons une aide qui peut nous être attribuée si on ne fait pas remplacer des fenêtres qui sont en simple vitrage, parce que nos fenêtres sont déjà en double vitrage? Oui, alors, vous avez, pour le simple remplacement de volets roulants ou battants, mais volets isolants, vous avez une aide du département de l'Essonne, si vous êtes en Essonne. Oui. Donc, vous avez notamment la prime écologie 91 qui propose un forfait de 900 € pour tout ce qui est menuiserie ou volet. Oui. Donc, dès lors que vous avez un investissement initial d'au moins 3 000 € hors taxe, le département de l'Essonne peut vous octroyer un forfait de 900 €. Et ensuite, suivant vos ressources, vous pouvez déclencher un bonus soit de 500 € pour les revenus modestes, soit de 1 000 € pour les revenus très modestes. Donc, au maximum, le département peut vous octroyer 1 900 €. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que cette aide, parce que j'ai déjà demandé la prime écologie pour l'isolation du toit, Oui. est-ce qu'elles sont cumulables ou est-ce que ça rentre dans la même enveloppe? Alors, vous avez demandé la prime écologie déjà pour l'isolation du toit. Oui. Vous avez atteint le plafond? Oh, certainement, c'est surtout que j'avais envoyé un devis qui n'a pas été, ça n'a pas été réalisé puisque j'attendais en même temps l'aide de l'ANA Habiter mieux agilité qui n'a pas été, Oui. elle a été transformée. Et donc déjà, je ne suis même pas sûre que je peux refaire un autre devis, leur envoyer un autre devis, puisqu'ils attendent toujours mon formulaire numéro 2. Et donc oui, avec une rénovation de l'isolation entière du toit, on atteint largement le plafond puisqu'on a déjà une facture de presque 30 000 €. Oui, alors effectivement, le plafond, en tout cas de base pour les aides du département, c'est 1 800 €. Si vous avez déjà atteint ce plafond, vous ne pourrez pas faire une deuxième demande. D'accord. Et concernant ma prime rénov, ça ne marche pas du coup. Alors, ma prime rénov ne fonctionne pas sur les volets roulants, non. Merci. Merci. Bonjour, Bonjour. excusez-moi, je m'appelle Ousmane. Je voulais savoir, j'ai pas bien suivi pour les aides au niveau des volets dans le département parce que je suis hors département 91. Bah, admettons les aides publiques qui sont un peu générales au niveau national. Est-ce que ma prime rénov ou l'ANA propose quelque chose pour le remplacement des volets par exemple? Alors, pour le simple remplacement des volets, à ma connaissance, il n'y a pas d'aide nationale, éventuellement une prime de fournisseur d'énergie, mais je ne connais pas de fournisseur d'énergie qui fasse cette prime pour ces travaux aujourd'hui. Mais sinon, voilà, une aide locale, donc la prime écologie 91 pour le département de l'Essonne. Hors département, il faudra vous adresser spécifiquement soit à l'espace Info-Énergie le plus proche de chez vous, soit directement au département. Vous êtes à quel endroit?
Moi, je suis dans le Seine-et-Marne, dans le 77. Mais oui, je suis dans un espace info-énergie, mais sauf que le département de Seine-et-Marne, on n'est pas au courant de cette aide-là, justement, Non, locale. non, alors effectivement, la Seine-et-Marne, à ma connaissance, ne fait pas de dispositif Voilà, pour les volets roulants. c'est ça. C'est le cas en Essonne, mais pas en Seine-et-Marne. Ouais, après, il y a des aides, comment dire, en fait, pour les personnes âgées, en fait, les retraités, on va dire. Eux, en fait, il y a des aides d'accessibilité sur le volet roulant, sur le moteur, justement, du volet. Il est pris en charge par la caisse de retraite des retraités. Voilà. Ça, D'accord, c'est un complément d'une manière générale. Alors, d'accord, bah ça, je ne savais pas. je me posais la question si c'était pas possible de faire financer les travaux donc, pour l'installation de volets isolants, si ils sont dans le cadre d'un projet de travaux plus gros et plus global et avec l'ANA Sérénité, par exemple. Alors si, Si, normalement, si, oui, si, effectivement, ça normalement c'est possible. Dans le cadre d'un projet global de rénovation, vous avez plusieurs actions de rénovation, dont le remplacement des volets roulants. Si l'ensemble du projet atteint un certain pourcentage au niveau du gain énergétique après travaux, dans ce cas-là, vos volets roulants peuvent éventuellement être subventionnés par le programme Habiter mieux de l'ANA. D'accord. Euh, donc j'ai une effectivement, il y a possibilité, si d'une part on est éligible aux aides de l'ANA, ça c'est la première condition, donc c'est des conditions de revenus. Et si d'autre part, ces travaux-là de volets isolants accompagnent d'autres travaux qui vont permettre d'avoir un gain énergétique au moins égal à 25%, je crois, ou 35%, je ne sais plus le chiffre. Gain énergétique de 25% au niveau 25%. de l'ANA. Donc voilà, si vous avez d'énormes travaux et que à la fin de ces travaux, vous avez un gain énergétique de 25%, eh bien vous pourrez avoir une aide pour financer ces volets roulants isolants. D'accord. J'ai une autre question aussi. Des particuliers qui ont des doubles vitrages, mais des vieux doubles vitrages, on va dire, ils veulent les changer pour mettre triple vitrage. On sait que les guides des aides financières, on parle du remplacement du simple vitrage au double vitrage pour avoir les aides. Mais si c'est du double au triple, du vieux double en gros au triple, est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? Non, ce qui va vraiment débloquer et rendre l'action éligible, c'est vraiment le fait que vous soyez en simple vitrage. Même si Voilà. c'est du double ancien, ça ne Mm. sera pas éligible. D'accord. C'est juste pour Sauf, avoir le même. encore une fois, c'est toujours ce cas particulier de l'aide ANA Sérénité. Si tous vos vitrages sont doubles, mais qui sont anciens, qui datent des années 80, qui sont en bois, que le bois est fissuré, et que le fait de changer tous ces vitrages de double en triple ou même en double plus récent, si Oui, ça vous apporte un gain énergétique au moins égal à 25%, d'accord. et que vous êtes éligible aux aides de l'ANA, là, vous pouvez subventionner ces travaux-là. Donc, toujours avec l'aide ANA Sérénité, on peut bénéficier Avec de aide certains ANA avantages. Sérénité, tout à D'accord. fait. Et OK. voilà, l'ANA va surtout regarder le gain énergétique que les travaux vont induire, Engendrer. Ouais. engendrer D'accord. exactement. D'accord. Ils Très ne bien. vont pas regarder OK. précisément le type de travaux. Ils vont surtout Le s'intéresser poste. aux Ouais. résultats. Voilà. Ouais. D'accord. Très bien. Merci, Francis. De rien, Ousmane. Hop. Pareil, là, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à parler directement. Ce sera peut-être plus simple que de le noter via le petit bouton converser. Surtout, n'hésitez pas à intervenir. Hop, je regarde tout ça. Voilà, après, sur la présentation, ça reste peut-être des notions qui sont évidentes pour certains. Voilà, sachez qu'après, vraiment, le confort d'été devient une problématique de plus en plus importante. Chaque année, on le voit avec le nombre de canicules et l'intensité des canicules. Donc vraiment, si vous pouvez privilégier vraiment la protection de votre enveloppe du bâtiment pour éviter d'avoir des climatiseurs un peu partout.
Les climatiseurs vont apporter une consommation plus importante en été et sont aussi source de pollution de l'atmosphère. Exactement. J'ai une question concernant les panneaux de fibre de bois. Oui, Déphasage de 10 heures, c'était ça, hein, à peu 10-12 heures. près, oui. C'est pour quelle épaisseur? Alors, là, c'était le... Non, c'est le cas notamment pour l'isolation en toiture, où vous avez une résistance. Donc, si on parle des rampants de toiture, on va vous demander une résistance de 6 donc en mètre carré Kelvin par watt. Donc là, c'était une comparaison sur une isolation de toiture. Hop, si je reviens sur le graphique. Hop. Voilà, donc là, on était sur une épaisseur, donc sur la fibre de bois en toiture, on doit être sur 25 cm à peu près. Ah oui, d'accord. Quelques centimètres. Parce que le devis que nous avons choisi, nous avons une maison qui date de 95, donc la hauteur, enfin l'épaisseur des chevrons, c'est 10 cm. Donc notre couvreur propose de la fibre de bois sur 6 cm pour retirer les ponts thermiques sur toute la hauteur de la toiture et entre les chevrons de la ouate de cellulose. Et le total fait un R égal à 6 et quelques, 6,15 si je me souviens bien. D'accord. Ça, c'est effectivement intéressant d'avoir un complexe multimatériaux. Moi, je connais des artisans qui utilisent la fibre de bois en différents formats, avec un format laine et un format panneau rigide. Le format laine va être intéressant l'hiver notamment, et les panneaux plutôt rigides, donc plutôt denses, vont apporter ce plus en été. Vous allez avoir un stockage de chaleur à l'intérieur de cette partie-là de l'isolant. Donc c'est bien effectivement d'avoir un complexe de matériaux avec des densités différentes. Ça va permettre de jouer effectivement à la fois sur le confort en hiver, mais aussi sur le confort en été. Voilà, donc c'est ça, des panneaux rigides de 6 cm seulement parce qu'on ne peut pas mettre de la place, surélever le toit. Et puis du vrac en ouate de cellulose entre le pare-vapeur qu'ils vont mettre, je suppose, au-dessus du placo-plâtre et les panneaux de bois rigide. Je ne sais pas vraiment comment il va s'y prendre, mais il avait l'air d'être bien certain de la chose. D'accord. Attention effectivement au vrac dans les rampants de toiture, où le vrac va avoir tendance dans le temps à se tasser. Et du coup, vous aurez peut-être une zone non isolée en haut. Donc vraiment, voilà, enfin, de toute façon, là, j'imagine que l'artisan il est formé et qualifié pour ce type d'isolation. Mais voilà, le vrac en rampant de toiture, vraiment penser il faut que l'artisan pense à mettre une bonne densité de vrac pour éviter justement ce tassement dans le temps. En général, Alors, ils le font. Ouais, ils anticipent généralement. Ouais. J'espère parce qu'en fait, il a l'habitude de travailler avec des isosacs, lui. D'accord. Donc, Okay. il s'est renseigné pour qu'on puisse avoir le R supérieur ou égal à 6. C'est là qu'il a apporté les panneaux de fibre de bois. Et par contre, je sais qu'il isole aussi les murs avec la ouate de cellulose, mais elle est humide pour qu'elle puisse se tasser comme il faut. Alors peut-être qu'il va utiliser le même système, ça je ne sais pas vraiment encore. Peut-être en projeté en façade, éventuellement peut-être comme le chanvre humide qui est projeté. Du coup, ça accroche contre la façade et du coup, vous n'avez pas de tassement. Voilà, donc ça, c'est Peut-être. ce qu'il fait avec la ouate de cellulose quand il isole. Je pense que ça peut se faire à l'extérieur. Hein, il m'a dit que, ça se fait sur les murs, donc en vertical. Et donc, je pense que peut-être sous les tuiles, il va pouvoir le faire. Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas si, Francis, c'est toi qui avais vu éventuellement le devis avec Isosac ou… Ce n'est pas marqué du tout. D'accord. Normalement, effectivement, alors cette question d'Isosac, ça, je ne la connaissais pas avant qu'on ait un exemple. Mais effectivement, le fait que l'isolant, la ouate de cellulose soit dans un sac, du coup, ça évite ce tassement. Après, sur les murs en projeté humide, alors moi, je connais la projection de chanvre humide sur les murs. Et effectivement, ça permet de remplir en fait des sortes de cases dans les murs. Et du coup d'avoir un isolant qui est figé contre le mur. D'accord. Merci.
Je vois qu'il y a une question éventuellement de Mylène Lafito. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais des informations par rapport aux climatiseurs mobiles. Parce Oui. que par rapport aux informations que vous venez de nous donner sur les possibilités de climatisation, c'est la seule chose que je pense que je pourrais mettre pour moi. Mais je me demande comment dire, ce que vous avez dit qu'il serait à l'extérieur, l'appareil extérieur, il sera toujours là. C'est ça que je n'ai pas compris. Alors, vous avez 3 possibilités. Donc là, normalement, elles sont à l'écran. Vous avez ce qu'on appelle les climatiseurs mobiles monoblocs. Vous avez un appareil à l'intérieur et vous avez un tuyau qui vient évacuer la chaleur vers l'extérieur. Oui, celui-là, je le connais. Le dernier, en fait, c'est un fixe, mais celui du milieu, ce que je ne comprends pas, c'est même si on a le tuyau qui sort à l'extérieur, le truc à l'extérieur, le condensateur, excusez-moi, Oui, j'arrive pas. le condenseur, oui, c'est ça. Voilà. Extérieur, il restera toujours à l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on enlève et qu'on remet à chaque fois. Alors ça, c'est mobile aussi. En fait, l'ensemble est mobile. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment fonctionne une pompe à chaleur, par exemple RR, où vous avez un système un peu comme ça qui vient souffler de l'air chaud à l'intérieur du logement, et vous avez un appareil, une sorte de gros ventilateur à l'extérieur. Là, c'est le même principe, sauf que les deux sont mobiles, et vous pouvez du coup changer d'une pièce à l'autre. D'accord. Voilà, c'est l'intérêt. À savoir juste que la liaison entre le climatiseur et le condenseur, alors il n'y a pas d'air qui passe, c'est vraiment ce qu'on appelle un tube de liaison frigorifique, où vous avez du fluide frigorifique qui passe à l'intérieur. D'accord. Donc, c'est pour en fait maintenir une température, on va dire, correcte à l'intérieur. Ça ne va pas faire baisser en degrés. Alors ça va produire du froid. Là, on est vraiment sur des appareils qui produisent du froid. D'accord. Voilà, le désavantage ou l'inconvénient sur les deux premiers, c'est que vous avez l'obligation de passer par un ouvrant et donc d'avoir un ouvrant toujours ouvert. Oui. Le troisième, donc c'est un appareil là qui est fixe, donc c'est à prévoir dans une pièce, mais vous avez tous les ouvrants qui sont fermés. Parce qu'en fait, j'aurais voulu quelque chose pour mes comptes, mais comme comme je suis en copropriété et que c'est entouré, en fait, quand je me suis renseignée, on risque de voter contre pour que j'ai un climatiseur fixe, en fait. Puisque ce serait devant la porte d'un de mes copropriétaires, donc il ne serait pas ravi d'avoir ça. J'imagine que c'est toujours un peu gênant en copropriété. Alors, j'ai essayé de parcourir un peu les enseignes de bricolage, juste pour voir ce qui existait. Vous avez des climatiseurs mobiles de ce type qui, plutôt d'avoir une liaison vers l'extérieur, c'est plutôt sur ce type d'appareil, au lieu d'avoir l'appareil à l'extérieur, vous avez juste deux sorties de tuyaux et vous avez comme une sorte de grille de ventilation à l'extérieur du mur. Comme ça, au niveau esthétisme, ça a assez peu d'impact et c'est pas encombrant. Voilà. Après, je n'ai pas plus d'informations sur les performances de ces appareils. J'ai juste vu que cette configuration existait. D'accord. Vous avez un appareil et vous avez du coup besoin de percer vers l'extérieur et vous avez deux grilles en fait, d'aération pour pouvoir aspirer et souffler l'air chaud vers l'extérieur. Ok. D'accord, je ne connaissais pas, parce que, du coup, il faudrait que je me renseigne. Je connaissais que le 1 ou le 3, donc comme quoi, on apprend tous les jours. Alors ça, c'est des appareils qui existent. Effectivement, on retrouve surtout le premier, qui est notamment vendu au mois de juillet-août dans les grandes enseignes. Celui-là, il est effectivement moins fréquent parce que ça demande du coup une installation dans une pièce choisie. Et une fois que c'est installé, vous ne pourrez plus bouger. D'accord. Oui, ça, c'est pas gênant. D'accord. C'est un peu ce que je recherche, parce que cette pièce. D'accord. Pensez à vraiment analyser l'étiquette énergétique de l'appareil avec toutes les informations, à la fois de consommation énergétique, mais aussi les aspects bruit, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du logement. D'accord. Oui, ça, je l'ai noté quand vous l'avez dit tout à l'heure. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je voulais juste préciser pour la dame qui vient d'intervenir, c'est que nous organiserons
un webinaire spécial pour les copropriétés prochainement. Je ne sais plus la date, si Guillaume, tu l'as. Je vais la faire afficher tout de suite. Voilà. Hop, oui, donc il y a un webinaire qui peut vous intéresser potentiellement, c'est pour optimiser les factures d'énergie en copropriété. Et donc c'est notre collègue Monsieur Leduc qui gérera ce webinaire. Je le conseille vivement parce qu'il va donner pas mal de conseils pratiques pour réussir à agir au sein des copros pour réduire pour optimiser sa facture à un moindre coût. C'est assez intéressant. Voilà. D'accord. C'était le petit point pub de l'ALEC. Pas de souci. Mais j'ai déjà conversé avec Monsieur Leduc justement par rapport à ma copropriété. Donc. Ah mais parfait. Autrement, je réponds à la question de Comi. Comi, effectivement, on distribuera la présentation à l'ensemble des participants et le replay de ce webinaire sera accessible sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Okay. Exactement. Bah, écoutez, si vous n'avez plus de questions, je propose qu'on termine ce webinaire. De toute façon, voilà, n'hésitez pas à conserver nos coordonnées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou à nous passer un coup de téléphone. Je vous remercie. Merci tout le monde. Passez une bonne après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Plaisir. Merci. Merci. Merci et au revoir. À la prochaine fois. Au revoir. Ouais, tout à l'heure.